blue and red. Power and touch. Focus and feelings. Success and failure. Europe versus USA. For the first time ever, the biggest event in women's sport. Will be held in Spain. Solheim Cup, Finca Cortesín, Andalusia, Spain, 2023. Vamos, girls. Salut à tous, bienvenue dans notre émission spéciale Solheim Cup qui se déroule cette semaine du côté de Finca Cortesín. Histoire, ambiance, équipe, vous allez tout savoir, c'est le Before. Et avec moi pour animer cette émission, Chloé Lorquin, on est ravis de te recevoir sur cette émission. Alors on le rappelle, ancienne joueuse pro et maintenant directrice du golf de Longchamp. Exactement, merci beaucoup de me recevoir. Comment ça va? Ça va très bien. Et Sébastien Audou, qu'on ne présente plus évidemment, qu'on ne présente plus, qui a eu la chance de commenter deux Solheim Cup. Salut Seb, hâte de vivre cette nouvelle édition. Tu connais mon amour des compétitions par équipe en golf. Alors, la Solheim Cup, on va le dire tout de suite, c'est la plus grande épreuve du golf féminin. Chloé, quand on est joueuse, non, t'es pas d'accord avec ça? C'est toujours difficile, je trouve, de mettre. Alors, je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, la Ryder Cup, c'est la plus grande épreuve, en tout cas par équipe. Ah oui, par équipe. Par équipe, c'est ça. Je ne mettrais pas ces événements-là devant les majeurs. Ah non, c'est après, dans le golf féminin, je pense pas non plus, mais je sais pas quel est ton avis. Et je pense que pour les joueuses non plus, personne à mettre. Après, je pense que ça amène des émotions différentes, des moments différents, etc. Mais les mettre devant les majeurs, je les mettrais au même niveau. Voilà. Alors justement, Chloé, quand on est joueuse de golf professionnelle, la Solheim Cup, on rêve de faire partie de cette équipe, de partager cette aventure européenne. Alors moi personnellement, j'ai jamais rêvé de jouer la Solheim Cup parce que je savais que je me qualifierais pas. Soyons réalistes. Même dans un rêve un peu fou, c'était pas. Honnêtement, j'ai toujours été assez réaliste sur mes capacités et moi, c'était pas mon rêve de jouer la Solheim Cup. Après, je pense que pour beaucoup de joueuses, c'est un rêve peut-être assez lointain pour certaines, mais je pense que ça suscite quand même pas mal d'envie et d'émotions, même quand on est loin d'atteindre le truc. Oui, avec Sébastien, t'en parlais justement, les majeurs, on voit qu'il y a pas mal d'émotions, il y a pas mal pour le vainqueur, même pour le vaincu. Là, la Solheim Cup, ou même la Ryder Cup chez les hommes, on a l'impression que tout est décuplé, que c'est soit des drames ou des grandes joies, quoi. Ouais, parce qu'on le partage avec le golf, c'est un sport individuel avant tout, et c'est vrai que chez les pros, c'est avant tout une histoire individuelle qu'on partage avec peu de monde, et là, d'un seul coup, on partage des émotions très fortes par équipe avec ses camarades, ce qui est forcément très différent et à bien des égards plus fort. Et souvent, je crois que ça renvoie aussi à l'époque amateur où on joue beaucoup plus de compétitions par équipe, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors aux États-Unis, en plus, quand on est en fac, c'est le concept même du golf à l'université. Donc on joue beaucoup d'épreuves par équipe et puis après ça se perd, on n'en joue plus. Et je pense qu'il y a aussi un peu un retour aux sources quand on joue ces grandes épreuves oui, et puis par équipe. On représente aussi, quand on joue sur le circuit normalement, on joue pour soi. Là, on joue pour un pays quand on est amateur, pour une équipe, pour une université. Là, on joue pour un continent entier. Donc, je pense que le fait aussi de représenter toute une nation, ça amène quand même plus de pression, plus d'émotions quand ça se passe bien ou quand ça se passe pas bien. Donc je pense que tout est décuplé par rapport à ça en fait. Alors on va parler, avant de se plonger dans cette 18e édition, on va parler un peu d'histoire. La Solheim Cup, c'est finalement une histoire qui est assez jeune. 1990, la première, alors que la Ryder Cup, c'est vrai qu'elle a été créée en 1927, donc on a quand même un fossé entre les deux, et c'est à l'initiative du couple de Solheim, Karsten Solheim et Louis Solheim,
tout simplement les créateurs de la marque Ping. Oui, qui voulaient supporter le golf féminin, justement. Ça montre à quel point on a eu une époque aussi où le sport féminin et le golf féminin avaient quand même été relativement peu soutenus dans son développement et peu considérés, parce que pour que ce soit aussi jeune, c'est quand même déjà surprenant qu'il n'y ait pas une histoire plus longue. Et même, je peux vous dire, moi qui ai commenté pendant longtemps, même médiatiquement, notamment lorsqu'elle était aux États-Unis, il y avait peu d'efforts qui étaient faits au début pour la mettre en valeur et pour permettre une diffusion très large. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on peut que s'en réjouir, et ça montre que, et d'ailleurs fort logiquement, on donne à cet événement l'aura qu'il mérite. Ouais, c'était indispensable d'avoir une épreuve, finalement le pendant de la Ryder Cup au féminin, c'était indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, ça paraît absolument évident pour tout le monde, notamment parce que le golf a besoin de ces événements bankable aussi qui marquent la saison. Et la Ryder Cup l'est clairement devenue. Et la Solheim Cup est un point marquant maintenant de la saison sur les circuits féminins de golf également. Alors justement, 1990, c'est la première édition et une Française avait été sélectionnée, Marie-Laure De Lorenzi. Et je vous propose d'écouter son témoignage de cette première Solheim Cup qui n'était pas du tout ce qu'est la Solheim Cup maintenant. On l'écoute. Ça n'avait rien à voir. La première, c'était... d'abord, on n'avait pas non plus financièrement les moyens. On n'avait pas du tout les mêmes préparations. Non, c'était quelque chose on voyait que ça allait devenir très spécial. Et puis, c'était un peu... c'était la première nouveauté de la Ryder féminine. Donc c'était quelque chose qui était très excitant à l'époque. Dans nos têtes, en tant que professionnels, on faisait un recul en arrière et c'était comme quand on jouait en fait les tournois européens, quand on faisait les équipes de France contre les championnats d'Europe en fait. Je me disais mais moi je suis pas assez pro pour jouer toute seule en stroke play machin, et tout d'un coup je me retrouve au petit du 1 et je sais pas qui joue les impairs et les pairs et les machins, et je joue en match play. J'avais complètement oublié, je savais plus. Ça fait partie de l'histoire golfique féminine. Disons que je l'ai peut-être créé sans le vouloir et sans le prétendre, une première page. Une première page dans l'histoire du golf féminin pour la Solheim. J'étais une des pionnières. J'ai cette fierté dont vous parlez, c'est peut-être ça, d'avoir été... en tant que Française, en sortant de mon petit Pays Basque de Biarritz et tout ça, et de passer pro, une Française qui a fait une petite partie de la première page de l'histoire de la Solheim Cup. Voilà, Marie-Laure De Lorenzi qui nous parle d'une époque qui nous paraît bien lointaine. Maintenant, on voit du public à foison, une équipe européenne qui est finalement très bien préparée. Est-ce que, évidemment, en tant que joueuse belge, on sait que Nicolas Colsaert a joué la Ryder Cup en 2012. Ouais. Tu es du même club que Nicolas Colsaert. Il t'a raconté des histoires de Ryder Ouais, Nicolas, il parle souvent de la Ryder parce que il en parle avec beaucoup d'émotion. Même 10 ans après. Il parle du golf avec émotion, Nicolas Colsaert. Oui, mais de la Ryder Cup vraiment particulièrement. Je l'ai déjà vu même les larmes aux yeux, etc., en parlant de la Ryder Cup, parce que je pense que ça tient vraiment une place très particulière dans sa carrière, dans sa vie même. C'est vraiment un joueur d'équipe, c'est un joueur de match-play. Et comme on le disait tout à l'heure, on a moins l'occasion, quand on passe pro, de jouer ce genre de formats, qui sont vraiment des formats qui sont chouettes à vivre en fait, qui sont sympas, qui sont différents, qui changent et qui apportent beaucoup de surprises et d'émotions, quoi. Alors, Seb, est-ce que tu sais qu'il y a une joueuse belge qui a joué à la Solheim? Alors oui, puisque tu me l'as dit juste avant qu'on commence cette émission. Pour éviter de te piéger, parce que tu en avais marre d'être piégé à chaque fois. Exactement. Et donc je vais te laisser en dire plus. Alors c'est Florence Descamps, en 1992, que tu connais aussi. Est-ce qu'elle t'a raconté un peu ses débuts en Solheim? On est seulement 2 ans après la première. Florence, c'est un peu le même genre de personnalité que Nicolas. C'est une joueuse qui aime beaucoup le match-play, qui s'entraînait énormément avec Laura Davis, etc., qui jouait même pour de l'argent en match-play quand elle s'entraînait, etc. Donc, typiquement, ce genre de format, c'est fait pour elle. Et elle m'en a parlé.
elle parle de sa carrière de manière générale, mais C'était important pour elle de participer à cette c'était épreuve. important et vraiment, je pense que ça marque un... Enfin, c'est... Quand elle raconte sa carrière, je pense elle parle de ça en premier. Ouais, c'est on va dire le sommet dans une carrière. Exactement. Alors, côté français, est-ce que tu sais, Sébastien, combien ont participé à la Solheim Cup? Alors, Marie-Laure de Lorenzi, déjà. Oui. Patricia Meunier-Le-Bouc. Oui, tout à fait. Gladys Nocera. Évidemment. Ludivine Kreutz. Ouais, avec qui j'ai commenté d'ailleurs une Solheim Cup aussi. Karine Hichet. Et donc, Céline Boutier. Et donc Céline Boutier, évidemment. Voilà, six joueuses ont participé à la Solheim Cup, et justement, elles nous racontent, ces joueuses, l'importance qu'a cette épreuve. Première fierté de faire partie des meilleures européennes sélectionnées et de pouvoir représenter enfin une équipe, hein, comme on le répète souvent dans les interviews. Quand on passe professionnel, c'est en individuel. Hein. Quand on était amateur, on jouait pour les équipes de France. Et puis là, d'un seul coup, on se retrouve un peu seul en compétition individuelle. Et là, c'est l'occasion que jamais d'être en équipe et de représenter l'Europe. On se rend pas compte de ce que c'est tant qu'on ne le vit pas, en fait. On a beau voir les images à la télévision, mais tant qu'on n'est pas dans le costume, enfin dans la tenue, et que on fait pas partie de l'équipe, on se rend pas compte du poids de l'événement. En plus, ça s'est passé aux États-Unis pour Gladys et moi. Donc il y avait énormément de public, des autographes à signer, des interviews. Enfin, c'est vraiment une dimension incroyable. Parfois, on a l'impression d'assister à l'événement comme si on voyait ça de l'extérieur. Enfin, on se dit, mais c'est pas vrai, j'y suis, ça y est, ça va commencer. Ne serait-ce que via les parties d'entraînement, petit à petit, on commence à prendre conscience de ce qui nous attend entre les partenaires qu'on aura pour les foursomes ou en simple. Tout ça, ça nous met un petit peu dans le bain. Et puis, au fur et à mesure que les jours passent, c'est vrai qu'on réalise vraiment qu'on y participe, qu'on est là et qu'on va représenter l'équipe. Bon, on sent que cette épreuve, évidemment, ça a une importance pour ces joueuses européennes, évidemment. Et on peut aussi penser que c'est cette fameuse rivalité Europe-États-Unis nourrit forcément des Ryder Cup d'avant, quoi. Nourrit des Ryder Cup, nourrit de tous les événements qui peuvent émailler aussi ces événements. C'est comme ça que les rivalités naissent. Hein. Si on regarde la Ryder Cup, à partir du moment où donc l'Europe continentale rejoint la compétition, ce qui va créer la vraie rivalité, quelque part un peu le sel de l'épreuve, c'est tous les événements un peu négatifs qu'il y a pu y avoir, l'ambiance délétère en 91, War by the Shore à Kiawah Island, je reviens pas sur 99 et le retour des Américains à Brookline, enfin tous ces événements-là ont contribué à construire la rivalité qui fait que... oui, ça a transpiré sur la Solheim, quoi. Oui. Ça a transpiré évidemment sur la Solheim, mais je crois que la Solheim aussi, au fur et à mesure des affrontements, il y a toujours des petits événements qui font qu'au bout d'un moment, ça crée plus de rivalité, et qu'après, je crois qu'on s'en parle, les joueuses s'en parlent, et que pour tout le monde, ça devient de plus en plus important, là où ça l'était peut-être moins au début. Mais ça, c'est toute l'histoire des épreuves qui, au fur et à mesure des éditions, construisent quelque chose. Cette rivalité, elle existe, Chloé, même quand on est spectateur, spectatrice, on choisit forcément son camp? On choisit forcément son camp. Déjà, quand on fait partie par nationalité d'une des deux équipes, forcément... Enfin, Sébastien, lui, est plus pour les États-Unis, mais bon, ça, c'est par principe. C'est par principe, de contradiction. Exactement. Non, je pense que naturellement... et puis moi qui jouais sur le tour, c'est des filles que je connais, qui jouent dans l'équipe européenne, donc forcément... On parlait Solheim sur le circuit, même pendant les... Ouais, on parle Solheim, on parle avant les Captain Speak, tout le monde a ses petits pronostics, etc. Forcément, c'est un événement majeur dans la vie du golf féminin professionnel. Donc forcément, quand on fait partie de ce monde, ça a une grande place, même si on ne joue pas soi-même la compétition. Alors, on parle souvent d'édition, de meilleure édition, de belle édition, mais finalement, c'est pas celle qui arrive qui est la meilleure, l'attente de cette compétition, de voir cette rivalité. Wow. Sébastien, non, Si, absolument, parce que le premier départ dans ces compétitions-là, le matin, enfin pour moi, c'est le meilleur moment possible du golf de l'année, ou tous les 2 ans, parce qu'on n'en a pas tous les ans.
À l'aube, là, à 7h30, les lumières là, commencent pour moi, à apparaître. on est dans l'essence absolue du golf, avec en général une ambiance magnifique au départ du 1. Enfin, quand on est, même devant sa télé, alors quand on est sur place, j'ai vécu des Ryder Cup comme ça, au départ du 1, c'est magique. Mais c'est toujours un moment qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je veux dire, même quand vous prenez les premiers départs un peu mythiques à l'Open Championship, par exemple, sur un links magnifique au lever du soleil, c'est pas pareil. On commence un tournoi sur 4 tours en individuel. Enfin, le public n'est pas amassé dans toutes les tribunes à l'heure du premier départ. Souvent, il y a peu de monde. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de comparable à cette ambiance-là. Et je crois qu'il a fait vibrer tous ceux qui ont un peu pu un jour y assister, quoi. Alors justement, Chloé, en 2019, Ouais. à Glen Eagles, tu étais à ce départ du 1, tu as senti cette atmosphère? J'y étais et oui, effectivement, c'est une ambiance qui est vraiment hyper particulière. C'est le premier frisson de la Soleil. Exactement. Et puis chez les filles, il y a souvent de la musique pour chaque joueuse un peu personnalisée. Typiquement, Caroline Edouard, c'est Sweet Caroline. Et donc franchement, c'est très spécial. C'est vraiment très spécial et il y a vraiment toute l'attention qui est là. Toutes les joueuses, même celles qui ne jouent pas, elles sont à 7h, elles sont emmitouflées au départ. Enfin, c'est très... Et puis il y a cette attente, on voit les joueurs qui arrivent au fur et à mesure, qui commencent à faire monter l'ambiance. Ça monte crescendo finalement jusqu'à cette heure fatidique. Exactement. Où c'est le premier départ. Est-ce que Florence Descamps t'a raconté son premier départ, ses premières sensations? Pas précisément ce moment-là. Elle m'a raconté dans sa globalité son expérience, mais je peux qu'imaginer que c'était un moment vraiment très particulier pour elle. Ouais, surtout qu'on le voit en Soleil ou en Ryder Cup, quand on interroge un peu les joueuses, il y a toujours cette pression du départ, il y a toujours des histoires qui se racontent, des joueuses qui sont à deux doigts de vomir, à deux doigts même de poser la balle sur le tee. Ça devient très compliqué. C'est ce que disait Longer. Longer, première Ryder Cup, il avait du mal à mettre la balle sur le tee. Et pourtant, c'est Bernard Langer. S'il y a bien quelqu'un qui a de l'eau glacée dans les veines, c'est quand même lui. Mais non, je veux dire, encore une fois, c'est pas le mode de fonctionnement normal. C'est encore décuplé, les émotions sont décuplées. Exactement, c'est par équipe, on commence par des doubles, enfin tout est différent. Et du coup, c'est ça qui crée cette particularité. C'est ce qui fait qu'on a envie, on est toujours impatient d'en arriver là. Et puis en plus, c'est un peu ça marque la fin de la saison. Et donc c'est un peu le dernier bonbon là, de la saison golfique à chaque fois. Et ça donne encore plus de plaisir à suivre. Allez, je vous propose justement de plonger dans ce premier départ avec Gladys Nocera qui nous raconte, elle, son premier départ de Solheim Cup en 2005. Bon, ça m'est arrivé aux 4 Solheim Cup que j'ai joué, ça c'est sûr. Mais ma première Solheim Cup, je jouais en foursome avec Ludivine Kreutz. Et on avait décidé que je tapais le drive. Et en fait... Tu joues en premier ? Je joue en premier, ouais, je jouais le 1. Et en fait, c'était impressionnant parce que le départ était entouré de journalistes et de public et ça faisait comme un tunnel. Et si tu prenais pas la balle pleine plaque, tu pouvais toucher quelqu'un. Donc c'était impressionnant. Et en fait, il y a énormément de bruit. Et puis d'un seul coup, on entend le micro qui s'allume. Donc là, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et là, tout le monde se tait. Et c'est là, en fait, que tu prends conscience que tu es à la Solheim Cup, que tu es en direct à la télé, qu'il y a des gens partout qui te regardent, que tu as Annika Sorenstam qui te regarde. Enfin, c'est... Et là, j'arrivais pas, j'ai planté mon tee et j'ai fait tomber la balle. J'arrivais pas à la mettre sur le tee. Donc j'ai fait tomber une fois, je l'ai repris, je l'ai refait tomber 2 fois. Et après, je me suis penchée, j'ai regardé mon cadet sur le côté et je l'ai regardé en l'air de dire, si j'y arrive pas, tu vas être obligé de le faire. Parce que là, je ne peux pas mettre cette balle sur le tee. J'ai finalement réussi et j'ai mis une bombe, j'ai coupé le fairway en 2 puis là c'était parti. C'est les Solheim Cup, c'est les plus beaux moments de ta carrière ou c'est les moments les plus forts peut-être en termes d'émotion? C'est sûrement les plus beaux moments et en même temps les plus tristes parce que j'en ai jamais gagné. J'ai joué 4 et j'en ai pas gagné donc... c'est des moments qui sont
qui sont où tu montes très haut dans tes émotions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Donc c'est intense. Et c'est pour ça en fait que tu t'en souviens aussi bien. C'est parce que ça touche vraiment profondément. Et malgré toutes ces défaites, les Solheim, c'est un truc de fou, quoi. On sent vraiment la tension, hein, la tension de ce premier départ, l'envie de ne pas se louper, de bien faire pour soi, mais surtout pour la nation, pour même le continent. Exactement. Mais, un peu à l'image de ce que Gladys raconte, moi j'ai ressenti ça premier départ au JO. Oui, parce que tu as joué les Jeux Olympiques à Rio. Exactement. Je ne suis pas la seule, parce que j'en ai un peu parlé avec mes copines qui jouaient aussi. Et le coup, c'était pas drive. Et presque tout le monde a tapé drive, parce que le coup de bois 3 au 1 des JO, il est pas très facile à jouer. Du coup, le drive, la face la plus grande, on joue ça, mais vraiment, le planter de tee était pas évident. Et on se souvient que Tony Finau, à la Ryder Cup en 2018, avait joué faire 2, il me semble, donc costaud quand même. Quand vous voyez le comeback, par exemple, des Européens à Medina, vous pouvez revenir les tout premiers départs au 1 le dimanche, où là, on sent qu'il se passe quelque chose. Rory est arrivé avec quasiment Rory a rencontré sa future femme. Ouais. Ça a été une belle journée pour lui. Il est arrivé à l'heure, il a rencontré sa future femme. C'était au final parfait. Mais non, mais voilà, donc observer les joueurs et les joueuses au départ du 1, c'est chaque jour qui passe, c'est un moment magique où on sent le momentum bouger parfois. Et ça aussi, c'est tout l'intérêt de ces épreuves-là. On voit pas de changement de momentum comme ça dans les épreuves individuelles. C'est beaucoup plus dilué dans la journée de compétition. Alors justement, cette année, en plus, départ du trou numéro 1 sera donné sur le départ numéro 4, le trou numéro 4 de Finca Cortesine, un petit par 4, drivable, avec, tenez-vous bien, un obstacle d'eau à gauche, parfait pour le spectacle finalement, avec de la place à droite, mais bon, on pense qu'en 4 balles, des filles essaieront d'aller toucher le green. C'est aussi fait pour ça, ce genre de premier trou. On veut du spectacle, on veut voir des loupés, des coups réussis. Alors, ça va rajouter de la pression en tout cas. En théorie, oui. Moi, je ne sais pas si du coup je miserais si je mettrais le trou le plus spectaculaire, le plus risk-reward sur le 1. Parce qu'il y a tellement de tension déjà à la base sur le 1. Alors il y a de la place à droite quand même. Que ça peut, oui, mais je veux dire, ça peut, entre guillemets, un peu édulcorer la capacité risk-reward du trou. Mais je sais pas ce que tu en penses. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis pas sûre que c'est un mauvais choix de la part des organisateurs. Non, je pense pas que ce soit un mauvais choix, parce que je connais pas le parcours, je connais pas la disposition des lieux, etc. S'ils ont fait ça, c'est que sûrement ça a du sens. Mais moi, je trouve que le 1, il y a déjà en lui-même suffisamment de tension. Avec la tribune, exactement. Le monde. Ouais. Du coup, de mettre le trou le plus spectaculaire au 1, c'est peut-être dommage. Ah oui, pour moi, c'est un peu ça rejoint ce qu'on a pu dire quand on parlait du trou à Phoenix ou du trou à c'est quasiment le moment de mettre le trou le plus simple et le moins intéressant de la journée. Parce qu'en fait, ça se passe ailleurs. Parce que ça se passe ailleurs. Alors que si vous n'avez pas ça, il y a des trous, vous allez dire, ce trou quand même, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a rien de spécial, on s'ennuie. En fait, sur ce trou-là, on ne regardera pas le dessin du trou, mais on regardera plus tout l'environnement. Exactement. Et c'est ça qui est magique. Là, honnêtement, le design du trou, je trouve, sur le 1, c'est vraiment l'endroit où on s'en moque complètement. Tout est ailleurs, tout est dans la psychologie, l'ambiance, etc. C'est après qu'on commence, et notamment, ça c'est toujours la difficulté en match-play quand on fait ces épreuves-là, c'est où est-ce qu'on met les trous les plus importants, parce que si vous mettez 17-18, il y a des chances qu'on n'y aille jamais, donc il faut mettre 14, 15, 16, mais il y a vraiment une chance de mettre l'ordre des trous en fonction des matchs. Oui, et puis les départs aussi plus avancés, exactement, peut-être plus reculés, il y a tout un jeu par rapport à ça. Alors justement, on a posé la question au directeur de Finca Cortesine, Roberto Vincente Rubio, qui va nous expliquer pourquoi ils ont choisi ce trou numéro 4. Recevoir une épreuve comme la Solheim Cup, c'est fait partie de l'identité de Finca Cortesine d'avoir des épreuves comme ça? Oui, on a toujours voulu avoir des grands tournois. Après le Volvo, c'était difficile
de rebondir quelque chose de bien. On aime bien la Volvo, le Solheim Cup, parce que nous, on a toujours aidé les femmes professionnelles. On sponsorise 3 femmes qui jouent dans le Ladies European Tour. C'était toujours historique depuis Tania Lossi, c'était la première qui a joué Solheim Cup en 2015. Donc c'est une tradition dans la compagnie, l'égalité avec les femmes. On essaie de travailler tout ce que ça veut dire, sa relation avec l'égalité. Et pour nous, c'était une épreuve qui s'adapte très très bien parce que c'est un rêve pour nous d'avoir le Solheim, les meilleurs joueurs d'Europe et des États-Unis en jouant à Finca. C'est plus grand que le Volvo? C'est un ton au-dessus en termes de prestige pour vous? Bon, je trouve que oui. Le Volvo, c'était très bien. Il y a eu les meilleurs joueurs du monde parce qu'ils classifiaient par continent. C'était le numéro 1 de chaque continent, etc. Mais ça, c'est la Solheim, c'est la Ryder Cup féminine. Donc, c'est un tournoi que ça donne beaucoup plus d'histoire dans le golf espagnol. On a eu une Ryder Cup à Valderrama en 1997 et maintenant, on va voir à Finca Cortesin en 2023 la Solheim Cup. Je trouve que le legacy qu'on va générer, c'est beaucoup plus grand. Le parcours, justement, on retrouve, il y a des courts par 4, des longs par 5, des longs par 3. Il y a un peu de tout. C'est un parcours où on s'amuse et qui est taillé pour le match-play, finalement. Si, c'est ce qu'on a dit. Il y a beaucoup de risques à voir. Tu as l'actuel trou numéro 4, que ça va être le numéro 1. Donc tu peux aller le green avec le drive, ou tu peux jouer dans le fairway et après qui est très étroit avec cet obstacle de gauche. Il est étroit, mais pour eux, pour un professionnel ou pour un bon joueur, il n'est pas étroit. Non? Tu peux jouer un fer 5 ou un fer 3 et après tu jouer pitch and wedge dans le green. Non? Donc c'est pas, mais tu peux aussi aller tourner le numéro 3, c'est la même chose. C'est vous qui l'avez choisi, le trou de départ, le numéro 4, ça a été un... C'est une constitution, tout le monde. C'était un peu une idée. On voulait faire quelque chose de spécial, avoir un trou, le premier trou, que ça soit très spécial, qu'on n'a pas vu dans les autres Solheim Cup. Et probablement changer, c'était une décision qu'on a pensée. On a parlé avec les promoteurs et on a parlé avec le Ladies European Tour. Et tous, on a pensé que c'était une très grande idée de changer parce que ça va être véritablement beaucoup d'ambiance dans le premier trou. Allez, du coup, on verra bien ce que va donner ce départ du trou numéro 1. En tout cas, on le dit, hein, Finca Cortesin, c'est un parcours taillé pour le match-play, taillé pour le spectacle. Mais pour vous, c'est quoi la définition, Chloé, d'un bon parcours de match-play ou de Solheim? Pour moi, c'est un parcours où il y a des par 5 prenables en 2, où il y a des par 4 drivables. Comme le trou numéro 4. Comme le trou numéro 4. Non, des par 3 un petit peu longs. Je pense que c'est des parcours où il y a potentiellement des risques à prendre pour essayer de faire des birdies, des eagles même. Voilà, pour moi c'est ça un parcours. Mais après, on l'a vu dans des différentes éditions de Solheim Cup ou même de Ryder Cup, finalement, est-ce que le parcours a vraiment tant d'importance que ça, vu la tension de l'événement? Moi je trouve, hein. Alors ça fait longtemps que j'en parle et je me suis souvent attaqué et je pense à juste titre, notamment au parcours en Europe de Ryder Cup jusqu'au national. Hein. On a souvent eu des parcours un peu moyens. Celtic Manor, par exemple. Je ne parle pas du Celtic Manor qui en plus là était dans des conditions absolument ignobles pour tout le monde durant les 3 jours, enfin 4 jours même de compétition. Mais en comparaison des parcours américains, et si vous me demandez quel est un bon parcours de Ryder Cup ou de Solheim Cup, je vais vous dire avant tout un bon et un grand parcours. Je veux dire... Reconnu.
Oui, quand on joue Whistling Straits, quand on joue Valhalla, Hazeltine aux États-Unis, je pense même pour revenir à la Solheim Cup, on a joué aussi des grands parcours. Moi, j'avais commenté Richard Westfarm, qui est revenu un peu au goût du jour là, avec le Live avec Golf, le Live, qui est vraiment un parcours, voilà, un grand parcours de championnat. Quand on est sur ces parcours-là, je pense que de toute façon, on peut pas se tromper. Après, c'est vrai que en termes de préparation, on n'a pas envie d'avoir une préparation non plus US Open où tout le monde c'est injouable. Parce que je pense que c'est pas Il faut le voir lieu des pour birdies faire quand ça. même, il faut voir des bons scores. Mais je pense que la base, c'est d'avoir un grand parcours. Et on l'a vu notamment au national. Après, Finca a reçu, je crois, 3 fois le Volvo Match Play. Oui, mais on voit qu'il y a quoi. une évolution en Europe où peut-être qu'à un moment donné, on était plus dans la logique de où on peut aller pour gagner beaucoup d'argent, si on se dit les choses, et que maintenant, on fait aussi attention à ça. Je rappelle qu'aux États-Unis, historiquement, c'était un peu l'inverse. Hein. Les organisateurs payaient très cher pour aller sur ces grands parcours. Donc forcément, la logique n'était pas la même. Alors justement, parcours taillé pour le match play. On a posé la question à Anna Pelaes, joueuse du LPGA, qui malheureusement ne va pas participer à la Solheim Cup, mais qui connaît Finca Cortesin comme sa poche. So after I've played the course, I think it's very challenging. Every hole brings a new challenge to the player. I mean, even if it's a short par 4 or short par 5, the greens are very slopey and you have to be very accurate with your short game. So overall, I think the course brings a challenge for match play that I think is great. We had a tournament in La Reserva, one of the Aramcos, and the Spanish crowd was unbelievable. Also in Madrid, so yeah, I think the Solheim Cup crowd-wise will be very, very exciting, and it will be a great atmosphere for the players. Voilà, Finca Cortesin qui se situe dans la région de Marbella, Malaga, tout ça c'est la Costa del Sol, la Costa del Golf même. On peut jouer des parcours incroyables, notamment Valderrama qui a reçu la Ryder Cup en 97. C'est vraiment une terre de golf, cette région. Non, Sébastien? Oui, je ne sais pas quoi ajouter à ça, effectivement. Bon, déjà, le climat y est très favorable, beaucoup de golf y sont développés et beaucoup de grands golf et de golf très sympathiques à jouer aussi pour tous les niveaux de golfeurs. Donc allez-y. Hein. Tu as déjà joué dans cette région-là durant ta carrière? Oui, on avait un tournoi, l'Open d'Espagne, souvent c'était par là-bas. Et d'ailleurs, même depuis quelques années, c'est la Road to Costa del Sol. Donc on termine la saison là-bas. Allez, avant de détailler un peu les équipes, je vous propose justement de découvrir cette Costa del Sol, Costa del Golf. Avant de la Ryder Cup, on avait des tourismes de golf. Mais avec la Ryder Cup, effectivement, tout le monde a connu. Il y a eu un boom. Ah oui, tout à fait. Et on vit encore de la Ryder Cup aujourd'hui. Parce qu'effectivement, tout le monde connaît l'Andalousie et connaît l'Espagne. Et c'était logique essayer d'avoir la Solheim Cup aussi ici sur la Costa del Sol. Parce que quand même, l'Andalousie, c'est la destination numéro 1 en Europe pour le golf. La Costa del Sol, surtout, on a 70 terrains de golf. Et dans l'Andalousie, on a 110, 105, plus ou moins. Donc, comme région, effectivement, on est bien préparé pour recevoir des voyageurs de golf, pour être top dans le tourisme de golf.
Qu'est-ce que vous attendez, la Solheim? Vous attendez un boom encore plus important dans cette région? Je crois que c'est simplement renouveler un peu la destination. Dire, bon, on a eu la Ryder Cup, encore aujourd'hui on vit de la Ryder Cup, mais maintenant on a la Solheim Cup, que ça nous ouvre les portes à les voyageuses de golf, les femmes. Et effectivement, pas seulement avec la Solheim Cup, il y a un peu la mentalité, il est en train de changer ici. Le terrain de golf, le directeur du terrain de golf, ils sont en train d'essayer de préparer le terrain de golf pour recevoir les femmes. Et ça, c'est nouveau, il y a un changement? Oui, on est en train de travailler là-dessus. Donc, ce n'est pas simplement un tournoi, parce qu'avoir le tournoi, c'est très très bien. Ça, pour les médias, effectivement, on va arriver dans la télévision partout, effectivement, on voit l'Andalousie. Mais après, derrière, il faut travailler. Il faut effectivement que les 110, 105 terrains de golf de l'Andalousie soient bien préparés pour recevoir les femmes, par exemple. Pour changer un peu les mentalités, c'est ça? Oui, et ça, c'est en train de changer. Quelle est la meilleure période pour venir à Malaga? C'est toute l'année ou c'est... À Malaga? Oui, c'est vrai qu'on peut venir... Enfin, Malaga, dans la Costa del Golf. Voilà, Costa del Sol, Costa del Golf. On peut venir toute l'année, mais moi, je recommande de venir hors saison, hors de l'été. L'été, c'est vrai que c'est un petit peu plus chaud, il y a plein de monde. Si on veut être un peu plus calme, tout ça, moi, je viendrai hors de la saison, septembre, octobre, novembre, mars, c'est très bien, mars, avril, mai. Ce sont des mois vraiment bien pour venir. En 3 jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Les 3 points à faire, qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Il faut, bien sûr, aller à Malaga, à la capitale, voir un peu l'histoire de la région. Je dirais qu'aller à Ronda. Ronda, c'est une ville historique qui a déjà été visitée par Hemingway et par Orson Welles. Elle est spéciale, je ne sais pas si vous avez vu une photo, mais il y a un pont qui s'appelle Puente Nuevo, qui divise la vieille ville et la nouvelle ville. Pour moi, un des trucs les plus beaux qu'on peut faire sur la Costa del Sol, faire une promenade sur la plage et voir le soleil se coucher. Ça, c'est une des choses les plus belles qu'on peut faire. Voilà, c'est le moment de détailler un peu ces équipes, hein, l'équipe européenne emmenée par Suzann Pettersen et l'équipe américaine avec la capitaine Stacy Lewis. On va commencer évidemment par cette équipe européenne. Capitaine, on l'a dit, Suzann Pettersen, une expérience de dingue, 9 participations en Solheim Cup, 4 victoires. D'ailleurs, c'est elle qui donne le point de la victoire en 2019. Elle a été choix du capitaine. C'est une joueuse historique, on va dire, européenne, de l'équipe européenne. Très charismatique, déjà physiquement elle est très grande, elle en impose. Je pense que c'est un excellent choix de la part de Solheim Cup Europe de l'avoir choisie comme capitaine. Tu as pu la côtoyer toi un peu quand tu étais sur l'Ladies European Tour? Je l'ai croisée de temps en temps sur les tournois et sur les majeurs. Je la connais pas hyper bien personnellement, mais on sent qu'elle a une aura quand même. Elle a une aura, charisme. elle est très respectée par les autres joueuses. C'est une joueuse qui est assez agressive dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de jouer. Du coup, pour le match play, c'est très bien. Suzann Pettersen, évidemment, on la présente plus comme vous, Sébastien. Non, non, mais c'est vrai que moi je l'ai côtoyé beaucoup parce que bien avant de faire le PGA Tour, j'ai fait beaucoup d'éditions de l'Evian Championship qui s'appelait encore à l'époque l'Evian Masters, donc je l'ai vu beaucoup là-bas et c'est vrai qu'elle a on va dire une autorité naturelle qui se dégage d'elle et qui est vraiment impressionnante. Hein. Quand on lui parle, on le sent. Voilà, il y a des choses qui s'expliquent pas. Elle a ce charisme-là, et puis elle a quand même une carrière absolument époustouflante. De majeur, dont Evian. Ouais. Elle ne pouvait pas ne pas être capitaine. On a l'impression que c'est quelqu'un qu'on écoute quand on est dans un vestiaire ou quand elle prend la parole, quand elle vous donne un conseil. Elle dit pas les choses à moitié, quoi. Non, puis c'est une immense carrière, donc
c'est ce qui est recherché aussi, d'avoir ce background-là, cette crédibilité-là quand on est capitaine. Alors c'est quoi justement le rôle du capitaine? Il va créer les équipes, les équipes de 4 balles, les équipes de foursome, c'est le capitaine de bord, c'est lui qui donne la route à on va dire la destination, quoi. On a vu des capitaines très présents, avec des stratégies très évoluées. On pense à Azinger, par exemple, en Ryder Cup, qui avait créé ce fameux système de pod, qui était aussi une réponse où, bon, les Américains, ils n'ont pas tellement cet esprit d'équipe, ils se connaissent pas trop parce qu'ils vivent chacun de leur côté. Je vais créer des équipes de 4, on fera des doubles que dans ces équipes de 4 là, on ne changera jamais, et du coup ils apprendront à se connaître, et ça avait très bien fonctionné. Il y avait vraiment toute une théorie, c'est-à-dire que même les captain picks avaient été décidés par les joueurs qui étaient membres de ces micro-équipes à l'intérieur de la grande équipe. Donc là ça a été très loin, on a vu d'autres capitaines beaucoup moins présents qui, quelque part, laissaient faire un peu en dehors de... Voilà, qui prenaient beaucoup de conseils chez les joueurs et qui étaient beaucoup plus en retrait. J'ai quand même l'impression que de plus en plus, au fur et à mesure de l'importance qui grandit de ces épreuves-là, on voit déjà, il y a de plus en plus d'assistants capitaines, tout ça devient de plus en plus sophistiqué, évolué. Il y a organisé, mais ça dépend quand même beaucoup de la personnalité du capitaine ou de la capitaine à la base, et ça, on a vu des personnalités très différentes. Enfin, bon, je me souviens de Nick Faldo en 2008, je pense qu'il était parti avant même le premier jour de compétition, personne ne s'en serait aperçu. Ouais, là, on sent aussi une capitaine, Suzanne Petersen, qui va être présente et qui va savoir distiller la culture de la gagne à son vestiaire, quoi. C'est sûr. Moi, je pense qu'elle va prendre une grande place dans cette équipe, dans ce capitanat, et je pense qu'elle va le faire très bien. Allez, on va jeter un œil justement sur cette équipe européenne. On le voit, qui est un peu dans la continuité de 2021 avec Céline Boutier, on va évidemment en reparler, Carlota Ciganda, Jemma Dryburgh, Lynn Grant, Charlie Hull, Georgia Hall, Caroline Edouard, Anna Nordquist, qui sera capitaine et joueuse, la vice-capitaine et joueuse, Anna Nordquist, Leona McGear, Emily Christine Pedersen, Magella Sangström et Maya Stark. Une équipe qui a fière allure quand on voit, en tout cas sur le papier, avec notamment 5 Suédoises, une Danoise. Finalement, la moitié de l'équipe vient des pays nordiques. Est-ce que c'est l'influence de Petersen Je pense l'influence de Petersen, et je pense que c'est toute une génération aussi qui a été influencée par Annika Sorenstam. C'est des jeunes filles qui ont vu numéro 1 mondial pendant plusieurs années, qui vient de leur pays. Je pense que ça a dû susciter pas mal de vocations chez les jeunes filles. Ouais, c'est dingue de voir un vivier suédois finalement dans un pays où le temps de jeu de golf est restreint, quoi. Oui, ça fait partie des grands mystères de l'histoire du golf, parce que c'est aussi chez les femmes et les hommes aussi. Voilà, c'est aussi valable chez les hommes. On a souvent raconté ces histoires-là. Les Suédois ont beaucoup plus rapidement su s'exporter, aller dans les facs aux États-Unis, aller sur le PGA Tour en nombre incalculable. L'influence de Sorenstam, d'Annika Sorenstam, elle est énorme. Oui, c'est clair, parce que c'est une légende du golf, comme on en a peu, hommes ou femmes confondus. Elle est vraiment tout au sommet de la pyramide. Elle s'était essayée aussi d'ailleurs à jouer avec les hommes, Annika Sorenstam. Oui, tout à fait. Elle avait joué le Colonial de mémoire. Oui, c'était l'époque où ça s'était un peu fait avec. Il y avait eu la tentative d'Annika et puis aussi Michel Huy qui avait joué notamment le John Deere Classic. Mais oui, en plus, Annika Sorenstam, il y avait la rivalité amicale avec Tiger Woods, puisqu'ils se suivaient aux victoires en majeur, ils étaient très amis. Enfin, tout ça avait contribué vraiment aussi à tirer le golf féminin vers le haut à un moment où voilà, il y avait un vrai boom. C'était le moment où on avait vu l'Evian Masters, donc vraiment se développer très fortement dans les années 90 après sa création. Donc voilà, là il y avait quelque chose qui se passait, et on peut imaginer qu'effectivement l'impact en Suède a été très important. Mais au-delà de ça, quand même, quel pays de golf, et on peut dire même quel pays au pluriel, puisque c'est vrai que dans les pays nordiques, on voit qu'on arrive à sortir beaucoup de joueurs. J'ai pas toutes les réponses, mais je trouve ça fascinant depuis toujours. Surtout, on voit Victor Hovland, qui est norvégien, comme Suzanne Petersen. Et puis voilà, on peut aussi voir les Danois, les frères Østgaard, la Emily Christine Pedersen.
c'est un vivier qui est important. Annika Sorenstam, quand on est joueuse professionnelle, c'est l'idole absolue, c'est le Tiger Woods, on va dire, féminin. Mais moi, quand j'étais jeune, je voulais être comme Annika Sorenstam. Oui, c'est le Tiger Woods féminin pour moi. C'est la même génération, c'est les mêmes années. Moi qui suis née en 90, elle était au top quand j'étais jeune, que je commençais le golf. Donc forcément... Qu'est-ce qu'on regardait chez elle? On regardait quoi elle gagnait, tout simplement. Elle gagnait des tournois, elle est sympathique, elle est très charismatique. Voilà, c'est une belle figure du sport, quoi. Ouais, c'est une très grande pro. Hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu beaucoup l'occasion de la faire en interview et j'ai rarement vu, même après des mauvais rounds, c'est souvent le mauvais côté quand on est numéro 1 mondial et qu'on est aussi haut dans la hiérarchie. On doit parler même après ses mauvaises parties, ce qui n'est jamais facile. Et elle a toujours fait avec un immense professionnalisme. Mais le pilier cette année, évidemment, de cette équipe européenne, c'est forcément Céline Boutier. Céline Boutier qui nous a impressionnés cet été avec sa victoire à Évian, forcément, son doublé au Scottish. Elle était 2 fois choix du capitaine lors de ses 2 premières éditions. Là, on sent qu'elle a clairement passé un cap, Céline Boutier, qualifiée d'office, en première position, c'est parfait. C'est parfait. Elle est impressionnante, vue d'un œil belge, on va dire, Céline Boutier. Forcément, elle joue super bien, elle travaille beaucoup. C'est vraiment une grosse bosseuse. Elle est hyper discrète. Moi, je trouve que c'est vraiment une fille super et une joueuse super, donc très bien. Sébastien, est-ce qu'on a finalement pas trouvé un peu notre porte-drapeau du golf tricolore pour porter le golf français encore plus vers le haut, quoi? Oui, c'est quelque part lui faire porter un fardeau que de dire ça, mais oui, évidemment. Je veux dire, ce qu'elle a fait à un moment, je me demandais même si elle allait arrêter de gagner. Hein. On se disait bon, tout est possible à partir de là. Oui, après le Scottish. Après le Scottish, et c'est quand même pas tous les jours qu'on a pu vivre ce genre d'émotions-là. Et puis, ce qui est vrai, ce qui impressionne chez Céline, c'est cette solidité, cette régularité, cette capacité à rebondir après chaque... Parce qu'on le sait, le golf, c'est les dents de scie, en fait. Hein. C'est le plus compliqué. C'est pour ça que les grands, on parlait d'Annika Sorenstam ou de Tiger Woods, ceux qui ont eu des régularités implacables, je ne vais pas revenir sur le nombre de cuts consécutifs de Tiger, par exemple, c'est des choses qu'on ne reverra peut-être jamais dans toute l'histoire du golf. C'est le plus dur en golf. Le golf, c'est un sport où on a des périodes fastes et puis après on disparaît. Et on sent chez elle une espèce de solidité, d'ancrage qui est, moi je trouve, très 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 impressionnant. Et surtout une capacité de résister à la pression. On sent que, on ne va pas dire que rien ne l'atteint, Céline Boutier, mais que ce soit dans les mauvais ou les bons moments, ça reste... stable. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. En fait. On a vraiment l'impression qu'il ne peut rien lui arriver en fait sur un parcours. C'est assez impressionnant. Et même, il me semble que j'avais déjà joué une fois avec elle. J'avais l'impression qu'elle avait bien joué, mais et je vois sa carte -5. Je ne me suis même pas rendu compte en fait. C'est extrêmement linéaire. Elle joue hyper bien, c'est hyper solide en fait. Et quand on est joueuse de golf professionnelle, avoir pas ce détachement, mais ce détachement au résultat, c'est le plus dur finalement de... Ah oui, c'est hyper dur de ne pas regarder. Enfin moi en tout cas, j'ai toujours trouvé ça assez dur de ne pas regarder. Je suis très impatiente, hein, donc j'ai un peu plus de haut et de bas. Mais chez elle, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant et je pense qu'elle l'a beaucoup travaillé en fait depuis qu'elle est jeune. Et peut-être ça fait aussi partie de sa personnalité qui est assez discrète en fait. Assez un peu sous les radars, low profile. Ah, c'est une bonne personnalité pour le golf, hein, clairement. Hein, et c'est vrai que pour le coup, ces épreuves par équipe, c'est peut-être aussi le moment d'aller chercher en soi un peu ce petit côté un peu plus extraverti qui ne peut qu'émerger dans ces épreuves. Alors justement, Céline Boutier, on a réussi à la voir au moment de son passage à Évian et elle nous raconte pourquoi elle aime tant la Solheim Cup. Andrier. Ouais, non, c'est assez indescriptible. C'est vraiment, je pense, sa spécificité, c'est vraiment le partage avec les autres joueuses. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas vraiment décrire et qu'on ne peut pas reproduire. Le fait de pouvoir partager ça non seulement avec une coéquipière sur le parcours, mais aussi avec les 11 autres joueuses.
Et en plus avec les capitaines et vice-capitaines, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment assez unique. Et en plus cette année devant le public européen, c'est vrai que ça va être encore plus incroyable. Alors Céline Boutier en Solheim Cup, évidemment on se souvient de cette première Solheim Cup où elle avait remporté 4 points sur 4 possibles. En tout c'est 5,5 points en 2 Solheim Cup et on se souvient de cette première en Écosse à Glen Eagles et ce duo magique avec cette association avec Georgia Hall, tout avait fonctionné. C'était parfait cette édition. C'était parfait. Je pense que c'est un binôme qui fonctionne. Moi, je pense pas qu'elle va être mise en équipe avec une fille qui est vraiment très extravertie, etc. Georgia, elle est relativement discrète aussi, même si un peu moins que Céline, mais je vois bien aussi une équipe avec Leona Maguire, qui est aussi une personnalité assez douce, etc. Je la vois moins avec une Charley ou une Caroline Edoual. Enfin, moi, je vois pas le truc, mais peut-être c'est ce qui va se passer, mais je pense qu'avec une joueuse assez discrète comme elle, je pense qu'elle doit se sentir à l'aise en fait. Alors justement, avant d'entendre votre réaction, Sébastien, je vous propose d'écouter Georgia Hall qui nous parle de Céline Boutier. Yeah, Celine is like we are unbeaten as a pairing, so she's just a really great player, and my job is a lot easier with her as my partner. So of course, want her to be my partner again, and she's just a really great person. So fingers crossed. I think we have very similar personalities and we get on great. If I miss a green, I know that she's going to chip it really close. So I think that it's really good to have a lot of trust and belief in your partner. So, and that's what I do have. And you know, we've been 2 or 3 Solheims together now, so hopefully make this the 4th. Voilà, Céline Boutier, on l'a dit, qui s'est qualifiée de façon régulière cette année. Et forcément, Suzanne Petersen, elle va s'appuyer sur Céline. Elle va sûrement devoir jouer beaucoup de matchs, Céline Boutier. Sur le papier, oui, mais on parlait de la science des capitaines et de ce qu'ils doivent faire. C'est ça, c'est faire trop jouer ou préserver. C'est là où il faut écouter évidemment les joueuses, écouter les différents tempéraments, les différentes affinités, mais essayer de faire matcher tout ça pour le bien de l'équipe. Et c'est là où on peut rentrer dans une grande complexité. On sait qu'il y a parfois des joueuses, on se dit, ou des joueurs plus difficiles à matcher que d'autres. Il y a aussi le fait les égos à gérer aussi. Les égos, quand on est en forme, est-ce qu'on joue jusqu'à ce qu'on ne soit plus en forme ou est-ce qu'à un moment on s'arrête? On parlait de la fameuse paire Mickelson-Bradley qui avait été laissée au repos sur le quatrième match. Alors à Medina, ouais. À Medina, ça avait surpris tout le monde. Donc voilà, c'est là où c'est vraiment, il faut sentir ce qui se passe. Et on voit des décisions de capitaine et on les analyse toujours après coup, et c'est très facile de le faire après coup, souvent sans avoir, nous, de l'extérieur, les éléments qui se passent à l'intérieur de l'équipe. Et honnêtement, c'est très difficile, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, et c'est là où les capitaines et les assistants capitaines qui sont sur le parcours avec les différentes parties, peuvent vraiment fine-tuner et faire changer des tendances. Ouais. On peut voir une équipe qui semble mal partie et qui se relance. C'est là où il peut vraiment y avoir un impact. Allez, avant de passer à l'équipe des États-Unis, je vous propose de visionner un extrait du documentaire, évidemment, sur Céline Boutier, que nous prépare la Fédération française de golf pour le mois de novembre. Ça s'annonce passionnant. Pour réussir, il faut faire des choix. Après, ça dépend de ton niveau d'ambition, je dirais. Je vois pas ça comme un travail, c'est pas quelque chose que je fais de 9h à 17h du lundi au vendredi. C'est quelque chose, si tu veux vraiment bien le faire, c'est quelque chose qui te consomme beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est mettre des limites sur ton potentiel si tu le vois comme un travail. Un documentaire qu'on a hâte de découvrir en novembre prochain, la Fédération française qui va encore suivre Céline Boutier durant cette Solheim Cup, puis au Lacoste Ladies Open de France pour avoir une année quasiment complète, d'avoir un peu les coulisses. Ça s'annonce passionnant. De toute façon, c'est toujours bien de voir, d'accéder un peu aux coulisses des champions et de la performance. C'est ce que tout le monde a envie de voir. On a envie de savoir ce qui se passe, comment elle fait, ce qui se passe dans la tête des joueurs, voilà, de mieux comprendre ça, et puis de mieux suivre dans le quotidien. Le golf,
c'est un sport qui reste finalement... il y a beaucoup de mystères dans le golf. On sait peu, même des fois, entre les coups, ce qui se passe, qu'en général, on quitte les joueurs et les joueuses pour aller montrer d'autres coups. Et donc, toutes les périodes où ça marche, qui font partie de la partie de golf, c'est pas des choses qui sont diffusées en télévision. Plus, pour le coup, dans les épreuves par équipe, notamment parce qu'il y a moins de golfeurs et de golfeuses et qu'on passe plus de temps sur les parties. Mais donc voilà, donc je trouve que il y a encore plus d'intérêt versus d'autres sports à lever le mystère parce qu'on en sait relativement peu sur ces grands champions. Allez, on va revenir à la Solheim Cup. Quand on regarde le palmarès, léger avantage à l'équipe américaine qui mène pour l'instant 10 victoires à 7. Et justement, on se souvient, hein, c'est évidemment cette épreuve de Solheim Cup, c'est aussi des polémiques. On se souvient de 2015 et ce putt non donné par Suzann Pettersen à Alison Lee qui avait déclenché la foudre et les Américaines étaient revenues et avaient finalement gagné. Ça fait partie un peu aussi de ça, ces épreuves de Solheim Cup. Comme on le disait au début de l'émission, c'est ça qui fait monter la rivalité, c'est ça qui fait monter la tension, c'est toute cette histoire, tous ces petits moments, toutes ces petites anecdotes. Bon, sur le moment même, c'était pas une anecdote, mais là maintenant, quelques années plus tard, ça en devient une, et je pense que c'est ça qui fait que la Solheim Cup ou la Ryder Cup est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors justement, Karine Hichet faisait partie de l'équipe, elle se souvient pour nous de cet épisode. Cette Solheim Cup, on aurait dû la gagner tous les jours. Ce qui s'est passé le deuxième jour, je crois, ce qu'elle a fait à Alison Lee, et ça, j'ai vu arriver le coup. Je me suis dit, mais ça, de toute façon, c'est du Pettersen tout craché. Elle ne laissera rien passer. L'histoire, c'est qu'au 17, Alison Lee, qui était pour les États-Unis, ramasse sa balle. Personne n'avait dit, donc Suzanne était en double, n'avait pas dit donner, et c'était 30 cm. C'est une erreur de débutant qui arrive, mais effectivement, ça peut arriver. Bon, c'était un peu donné, quoi. Je veux dire, donc, les règles de golf sont, évidemment, elles ont perdu le trou. Elles auraient dû le partager, mais là, elles le perdent. Donc, elles redeviennent one-up, départ du 18. Donc, elles lead le match. Et on était vachement en avance. Au bout du deuxième jour, on avait je ne sais pas combien de points d'avance. Donc, je veux dire, les Américaines, elles étaient dans le down. Elles n'étaient pas dans le up. C'est là où je reviens. La capitaine était Karen Corr. Karen Corr n'a jamais rien eu de strict. Elle n'a jamais su tenir une équipe. C'était cuit les petits oiseaux. Et puis, c'est super, c'est génial. Tout est beau, tout est gentil. Mais elle n'a jamais su tenir une équipe. Donc, le boulot de Karen Corr aurait dû être de monter sur le green du 18 et de dire à Pettersen, maintenant, tu donnes le trou et vous partagez le match. On s'en fout, on perd pas le match, on gagne pas, on fait un demi-point, on n'en parle plus. Sauf que Pettersen n'a pas voulu faire ça. Karen Corr n'est pas montée sur le green. Et Pettersen, non, elles ont fait égalité au 18, donc elles gagnent le match, donc elles gagnent le point par rapport à l'équipe américaine. Et ça, je l'ai vu arriver, et parce que on était juste, moi je jouais avec Catherine Matthews, j'étais juste devant la partie, donc en fait on suivait le 18. Et alors l'après-midi, ça c'était le matin, l'après-midi, les Américaines sont arrivées avec des dents qui raclaient le fairway, quoi. Ça avait complètement changé leur attitude. Est arrivé ce qui est arrivé, on a perdu d'un demi-point le dimanche parce qu'elles ont gagné pratiquement tous les simples parce qu'elles étaient remontées. Alors on le dit, hein, donner, pas donner, à partir de quel moment on donne un putt quand on joue par équipe, c'est compliqué à décider. Alors, je pense pas qu'il y a un moment, je pense que... Ou une distance. Je dirais pas une distance, en fait c'est un moment dans le match, il faut sentir si nous-mêmes on aurait envie de le putter ce putt ou pas. Il y a plein de paramètres qui font qu'on donne ou qu'on donne pas, mais en tout cas sur le moment dont on parle, c'était pas clair. Alison Lee ramasse sa balle alors que c'était pas donné, elle aurait pas dû faire ça, et après voilà, la suite a été ce qu'elle est. Mais je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'il n'y a pas de règle, ça dépend. Là on était au 16 ou au 17. Au 17. Rentrer 50 cm au 17 et rentrer 50 cm au 1, c'est pas la même chose. Donc voilà, je pense qu'il faut sentir sur le moment, je pense qu'il faut être très clair sur on donne pas, et puis on avance, et puis voilà. Ouais, Sébastien, ça fait partie aussi un peu de la science du match-play, ça. Oui, je pense que quand on est joueur, il faut jamais s'attendre à ce qu'on se fasse donner un putt, c'est la meilleure des choses à faire. Après,
des joueurs en ont parlé. Enfin, je me souviens de Paul Casey qui expliquait que lui, il avait tout un tas de stratégies. Jason Day aussi, en match-play, de dire... eux, ça faisait partie de leur mode de préparation. Les potes qu'on va pas donner justement pour un peu rentrer dans la tête de l'adversaire, marcher loin devant. Voilà, il y avait tout un tas de stratégies. D'intimidation un peu. Clairement. Ça fait partie du match-play. Ça crée des polémiques et après on en parle, comme on parlera pendant 25 ans du chute de Patrick Reed et de bien d'autres événements. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. Il y a peu de polémiques dans le golf, globalement, donc j'ai envie de dire, c'est assez sage et c'est bien qu'il y en ait et que ça... Surtout que c'est quand même, ça va pas non plus très très loin, on est quand même dans des trucs assez soft et c'est ce qui ajoute à la rivalité. Allez, on va voir si cette année il y aura des polémiques. En tout cas, on va découvrir l'équipe américaine avec évidemment Nelly Korda, on voit la jeune Lilia Vu, Danielle Kang, Rose Zhang, Jennifer Kupcho ou encore Lexi Thompson. Voilà, une équipe américaine qui a toujours fière allure. Il va falloir les battre, ces américaines, même si on peut penser que les européennes sont légèrement favorites. Je pense que c'est toujours difficile à dire avant que ça commence. Moi, je trouve que l'Europe, on est toujours assez bon sur les paires parce que je sais pas très bien pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être moins d'ego, plus d'osmose. Peut-être plus d'osmose, malgré que ce soit des nationalités, des langues différentes, etc. J'ai envie de dire que l'Europe est favorite comme ça, mais on ne sait pas. Je trouve que c'est très équilibré et on le voit dans les dernières éditions. Le score final, à chaque fois, ça se joue à 1 point près. C'est dur à dire. On sent quand même qu'il y a une culture un peu on parle de ces performances par équipe et en double. On sent qu'il y a quand même une culture en Europe de ces compétitions-là, qui a peut-être pas moins aux États-Unis, mais... Oui, mais est-ce que ça vient pas justement de la différence d'approche, et notamment entre le circuit européen et le circuit américain, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, où c'est vrai que on passe plus de temps entre joueurs ou entre joueuses en Europe versus culture plus individuelle aux États-Unis. On est avec son caddie et son coach, voilà. On voit souvent même des Américains qui... c'est drôle parce que quand on passait du temps avec les Français sur les majeurs, on voit qu'il y avait toute une organisation entre les Européens, notamment pour les practice rounds avant les majeurs. Tiens, on joue ensemble demain. Alors que les Américains, en général, ils se pointent à un horaire. Parfois, ils n'ont même pas donné d'horaire. Il y a qui est là, ils vont jouer avec. Ils en ont rien à faire de savoir. Ce qui avait permis à Victor Riu de faire sa reco avec. Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de complètement différent, de fondamental dans la façon dont on approche le golf de très haut niveau. Et forcément, ça se retrouve en double. Enfin, je ne vais pas revenir, j'ai déjà donné l'exemple dans le podcast sur la paire Mickelson-Woods. Vous mettez les 2 meilleurs joueurs du monde de l'époque, c'est absolument dramatique. Et honnêtement, on aurait pu dire à Al Sutton que ça ne pouvait pas marcher tant ils se détestent. Et que il vaut mieux 2 joueurs qui s'entendent, qui vont avoir cette osmose-là, que les 2 meilleurs qui ne peuvent pas se voir. Et c'est aussi pour ça qu'on adore ces compétitions-là. Allez, on va commencer la compétition. On va parler de bataille de swing cette fois. Techniquement, on va opposer le swing de Nelly Korda à celui de Céline Boutier. Et c'est Guillaume Bugeaud qui nous fait le décryptage. Vous pouvez retrouver dans le dernier numéro de Journal du Golf une analyse comparative aussi de leur swing avec le driver. Mais là, je vous propose une analyse avec un fer. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de points. Elles ont toutes les deux beaucoup de points communs, mais il y a un point pour moi qui est absolument fondamental, extrêmement intéressant, qui met une fois de plus Céline Boutier à l'honneur et qui prouve à quel point notre légende française a progressé et a un jeu de fer impressionnant. Si on observe leur posture, vous le savez probablement, Nelly Korda est plus grande que Céline, mais des postures qui sont assez comparables. Une fois de plus, je vais probablement me répéter sur certains points comparés, en tout cas par rapport à l'analyse que j'ai faite de leur driver, de leur swing avec le driver dans le dernier Journal du Golf. Nelly Korda est un tout petit peu plus droite en posture, avec des mains un peu plus hautes, comme on peut le constater ici. Si nous traçons un trait avec
dans le prolongement du shaft, on voit donc une Nelly Korda qui est plus grande, qui est un petit peu plus droite en posture, et Céline qui a des mains un tout petit peu plus basses. Mais on voit quand même des postures, comme vous pouvez le constater à l'écran, assez comparables. Si on observe le swing, et je vais être assez rapide car je veux directement aller sur le point qui m'intéresse le plus, à savoir l'impact. Si on compare ces deux swings, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces deux joueuses ont un backswing assez court, assez compact. Et je dirais que c'est l'évolution du golf, même chez les femmes. On sait que ce sont deux joueuses, et en général, toutes les joueuses professionnelles maintenant sont beaucoup plus athlétiques qu'avant, malgré un physique pour ces deux joueuses élancé, un physique, je dirais, féminin. Elles ont néanmoins des qualités athlétiques importantes et n'ont plus besoin d'avoir autant d'amplitude qu'auparavant. On voit vraiment un swing solide, compact et court avec ses fers. On voit que Céline va être un peu plus rotative avec le bas du corps que va l'être Nelly Korda, qui aura ce qu'on appelle un peu plus de dissociation. Mais en tout cas, on voit ici deux backswings assez comparables, à l'exception peut-être effectivement du club de Nelly Korda, qui est un tout petit peu plus ce qu'on appelle lead-off, c'est-à-dire qui pointe un peu plus à gauche. Mais une fois de plus, je dirais que c'est pas le point qui m'intéresse le plus. Si on débute la descente et qu'on observe ici toutes les deux la manière qu'elles ont de descendre le club, et on va aller jusqu'à l'impact. Et on va comparer un premier point. Allez, j'étais un tout petit peu trop loin. Un peu moins loin pour Céline. Qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'il y a un petit peu plus de rotation du buste au niveau de Nelly Korda. Et je dirais un peu plus de rotation au niveau de Nelly Korda que de Céline Boutier. C'est le premier point. Mais surtout, ce que j'adore, et on va le voir immédiatement, j'adore la position de Céline Boutier ici, avec un coude qui reste collé au corps, tandis qu'ici le coude droit de Nelly Korda s'est détaché du corps. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'il y a beaucoup de rotation de face de club, contrairement à Céline ici qui a très très peu de rotation de face de club. On voit un club ici justement encore dans mon carré jaune qui ne s'est pas du tout refermé, avec un bras droit qui va rester assez proche du corps, et j'adore ça parce que ça veut dire que la face de club est restée très très stable, qu'elle n'a pas tourné, et donc qu'elle est arrivée, pour résumer, très très précise dans la balle, tandis que Nelly Korda a tendance à avoir un petit peu plus ce qu'on appelle de release, une face de club qui se ferme un peu plus. Alors, attention, Nelly Korda n'est pas une bonne joueuse, c'est une joueuse exceptionnelle, mais en tout cas c'est la principale différence entre ces deux joueuses au moment d'impact. Et me concernant, je préfère sur un coup de fer la position qu'a Céline ici que Nelly Korda qui va avoir une face de club qui va, je me répète, légèrement se refermer, qui peut bouger un peu pendant l'impact, tandis que Céline a une face qui va être extrêmement stable à l'impact, qui va lui donner probablement encore plus de précision. On voit ici deux positions de bras droit qui sont différentes, avec, je me répète, Nelly Korda, un bras droit qui est, on va dire, dans l'axe de jeu, en extension, tandis qu'on voit très très bien ici pour Céline que son bras droit est venu plus à l'intérieur, comme si elle avait emmené ses mains plus proches de son corps pour tenir cette face de club. Donc je dirais bien évidemment sans aucune hésitation, mais pour plein de raisons, je suis beaucoup plus fan du swing de Céline sur cette traversée que de Nelly Korda, avec le plus grand respect bien évidemment pour Nelly Korda, mais en tout cas j'adore cette position de notre légende française, et on espère, on est impatient de pouvoir peut-être voir cette rencontre entre les deux joueuses le dimanche à la Solheim Cup, qui serait un match absolument extraordinaire. Allez, pour finir, on voit bien ici que la phase de club de Nelly Korda, c'est un tout petit peu plus refermé que notre numéro 1 française, ce qui une fois de plus prouve que la phase de club de Céline était très très stable, ne s'est pas refermée, et pourrait lui donner un avantage si sur le trou numéro 18 dimanche de la Solheim Cup, elles avaient toutes les deux un coup de fer à taper. Eh ben peut-être que cette petite différence dans le swing, dans le mouvement, donnerait un avantage dans la précision à Céline Boutier et lui permettrait de gagner le match qui peut-être serait le match de la victoire pour l'équipe européenne de Solheim Cup. Allez, merci Guillaume Biojo. De beaux swings, évidemment, celui de Nelly Korda qu'on ne présente plus, qui a été même surnommé un peu le swing parfait. On sent qu'il n'y a pas de faiblesse dans le swing de Nelly Korda.
Non, vous voulez que j'aille? Non, Guillaume m'en voudrait. Non, enfin, oui, son swing est magnifique. J'aimerais beaucoup avoir son swing, personnellement. Ouais, il y a beaucoup de pros, d'ailleurs, qui l'utilisent comme exemple point de référence. C'est hyper pur, en fait. C'est vraiment... Oui, on pourrait dire c'est le swing parfait. Après, je pense qu'il n'y a pas de swing parfait, mais c'est très pur, si on peut dire ça comme ça. Allez, avant de se quitter, je vous propose de repartir dans la Costa del Sol. On va découvrir cette fois un autre parcours. Si je vous dis le parcours de la Zagaleta, ça vous évoque quoi? Je l'ai déjà joué une fois, il y a très longtemps, donc je me souviens plus hyper bien, mais c'est un bon parcours. Et je pense que ce sera très bien pour les juniors pour cette édition de cette année. Oui, parce que le parcours de la Zagaleta reçoit la Solheim Cup Junior et justement l'équipe européenne le capitaine sera Gladys Nocera. On regarde tout de suite le parcours. Allez, avant de terminer, un petit pronostic quand même pour cette Solheim Cup, cette 18e édition. L'Europe reste sur 2 succès. Je mise sur le 3e succès. 3e succès de rang. Exactement. Céline Boutier qui donne la victoire à l'Europe. Non mais ce serait magnifique, il faut l'avouer. Voilà. Explosion de joie sur le green, victoire acérée. Hein. Bien sûr, qu'on a envie de voir sur le green du 18. Sur le green, ouais, le green du 17, on prend aussi. Hein, mais je veux dire, non, mais c'est ce qu'on a envie de voir. Honnêtement, on a envie de voir aussi les compétitions par équipe, lorsqu'elles sont serrées, sont tellement extraordinaires. Vraiment, là, on passe un cap dans le fun qu'on peut avoir en tant que téléspectateur. Donc, c'est aussi ce qu'on a envie de voir. Et c'est vrai qu'on a eu plus souvent des Solheim Cup serrés que des Ryder Cup serrés. Donc, on a bon espoir que ce soit encore le cas cette année. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné durant toute la durée de cette émission. On va vous faire vivre évidemment cette Solheim Cup sur les antennes de Journal du Golf TV. Et je vous dis à très bientôt.